Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Ou alors attendez. Ouh là là, non mais ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Alors vous l'avez peut-être vu, si ce n'est pas le cas, je vous la laisserai de toute manière en barre d'infos. J'ai sorti la vidéo sur mon métier, mon nouveau métier, parce que vous savez que pendant des années j'ai été libraire, je ne m'en suis jamais cachée. Et du coup là, au début de l'année 2020, j'ai changé de job, mais je suis toujours dans les livres parce que je ne peux pas faire autrement. Voilà, donc je suis maintenant assistante commerciale en diffusion. Et comme c'était un petit peu nébuleux, qu'est-ce que c'est une assistante commerciale en diffusion? C'est quoi la diffusion en livre? On y fait quoi? Qu'est-ce, comment? Je vous avais demandé de poser des questions par rapport à ça. Et j'ai ensuite moi-même reposé vos questions à ma directrice, que j'ai filmé lors d'un petit entretien. Ce qui peut être pas mal en fait, c'est que dorénavant, je vais un petit peu me dire que cette vidéo aura été vue. Et du coup, quand je vais parler de certaines choses en lien avec mon travail, je le ferai peut-être de façon un peu plus sereine, on va dire, parce que je vais partir du principe que probablement vous allez peut-être mieux comprendre et mieux voir de quoi je parle. Voilà, je pense qu'il y aura encore plein de zones d'ombre, mais c'est pas très grave, on est là aussi pour en discuter. On peut même faire une vidéo numéro 2 sur ce qu'on fait dans ce job, enfin bref, voilà, tout est possible. Et là, aujourd'hui, j'ai une mission. Alors une mission qui est quand même assez incertaine finalement, parce que ça concerne les salons du livre, les événements littéraires. Et bien qu'il y ait des dates pour la plupart d'entre eux, bah, on n'est quand même pas trop sûr de ce qui va vraiment avoir lieu ou non. Je pense qu'il va y avoir des choses évidentes, comme le salon du livre de Genève qui aura lieu du 18 au je sais plus quelle date de mai. Donc ça, c'est sûr, ils vont reprendre le même format que les 2 années précédentes, c'est-à-dire que c'est un format qui se passe pas à Palexpo. Palexpo, c'est vraiment les grands halls où tu fais en général justement ce genre de choses, des concerts où tu peux faire il y a même des concours hippiques là-bas. Enfin, c'est là qu'il y a le salon de l'auto, le salon de l'horlogerie, enfin bref, ce genre de truc. Salon du livre, il était là-bas avant. Mais depuis 2 ans, voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc ils ont fait migrer le salon en ville de Genève, dans des lieux clés et pas tout rassemblé au même endroit. Ce que je trouve assez chouette. Alors j'y suis pas allée pendant les 2 ans, mais vous savez, moi je suis plus trop salon littéraire, j'y vais pas spécialement, mais j'y suis fortement liée et mêlée professionnellement parlant, vu que l'intérêt d'un salon littéraire, c'est quand même qu'il y ait des auteurs invités, qu'il y ait des conférences, qu'il y ait des tables rondes, qu'il y ait des auteurs qui puissent peut-être faire des dédicaces ou ce genre de choses. Et bien sûr, nous, notre envie, c'est que les auteurs de nos maisons d'édition qu'on représente soient présents lors de ces événements. Donc je vais aller farfouiller un petit peu dans les nouveautés jusqu'à mai. Alors là, je ne les ai pas encore les nouveautés de mai, mais en tout cas janvier, février, mars, avril. Voir les gros auteurs, surtout francophones, qui peuvent être intéressants, comme Agnès Martin-Lugan, comme Olivier Norek, comme Bernard Minier, comme Michel Bussy, enfin voilà. Puis après aussi des plus petits noms, parce que voilà, faut savoir doser, et puis il faut proposer un petit peu de tout, je trouve. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas que les gros auteurs, quoi, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais évidemment qu'il n'y a pas que Genève, il y a le livre sur les quais à Morges. Après il y a beaucoup des petits salons aussi, un peu plus confidentiels, qui ont des fois un petit peu de la peine à traverser les frontières. Et c'est ça en fait surtout aussi qu'on doit soutenir, parce que c'est important qu'on ait des auteurs qui puissent venir d'ailleurs pour ce genre de plus petites manifestations en Suisse également. Donc là je suis en train de refaire un petit peu le listing, je vais regarder sur tous les sites s'il y a des nouvelles dates qui sont proposées, si l'édition de cette année est maintenue, quoi, comment, qu'est-ce, si je trouve un contact, voilà. Et ça c'est aussi une de mes casquettes qu'on n'a peut-être pas forcément abordé, c'est vrai, dans la vidéo où on parle de la diffusion. Justement la diffusion ça se passe en magasin, on va donc proposer les livres aux libraires, mais pas seulement. Voilà, il y a aussi d'autres endroits où on propose du livre, vous l'avez vu, aussi dans des magasins qui ne vendent pas spécialement de livres, dans des musées et dans les salons. Voilà, alors là c'est clair qu'on y vend du livre, mais généralement c'est soit l'éditeur qui fait le job de proposer ses auteurs à des salons, et quand l'éditeur est pas du territoire même du salon, bien souvent c'est le diffuseur qui va prendre un peu cette casquette et ce rôle, et là en l'occurrence c'est moi, voilà, et moi j'aime bien faire ça parce que encore une fois il faut faire des listes, il faut trouver des auteurs, après il faut contacter les éditeurs, savoir si voilà tel auteur il peut caser ce salon dans son planning, dans son agenda, comment on peut s'organiser, quelle date lui conviendrait. Et en gros, c'est mettre les gens en relation, mettre les gens, les contacts en lien les uns avec les autres. Alors c'est drôle parce que j'aime bien faire par mail
Par contre, dès que le téléphone sonne, je suis un petit peu... Voilà, mais maintenant ça va de mieux en mieux. Je remarque, maintenant ça va faire bientôt 2 ans que j'ai ce nouveau poste. Et ça fait enfin du bien d'être habitué. Vous savez, il y a toujours ce moment un peu de l'attente quand on arrive dans un nouvel endroit. C'est pareil même quand tu arrives dans une nouvelle librairie, alors que tu connais le métier de libraire, tu l'as fait pendant des années. Quand tu arrives dans une nouvelle librairie, je trouve que c'est compliqué les premières semaines, les premiers mois, parce que t'as beau connaître le job, il est partout le même, techniquement. L'informatique est pas le même, le système de classement est peut-être pas le même. En fait, c'est plein de petites choses auxquelles tu sais que t'es habitué, donc au fond tu sais le faire, mais là précisément comment ça doit être fait dans la librairie, bah tu sais pas. Et je trouve que c'est tellement agréable quand t'as enfin passé ce cap de, où tu bidouilles, où t'es pas autonome en fait à 100%. Et là, dans ce nouveau job, c'était encore plus ça, parce que en fait, c'était un job que j'avais jamais fait avant. Donc je pouvais pas arriver avec quand même une sorte de bagage et me dire, le principe même, je le connais, c'est juste que c'est une autre entreprise. Non, je le connais pas. En fait, si, je le connais, mais de loin, loin, loin. J'arrive enfin dans ce stade où c'est bon. Je suis posée, je suis implantée en quelque sorte. Et maintenant, quand les gens me parlent ou quand j'écris des mails, bien souvent ils savent qui je suis. Il y a aussi toujours ça au début, tu sais, parce que t'arrives dans une grande entreprise, à la base Interforum c'est énorme quand même, hein, vous l'avez compris. On est peut-être 9 en Suisse, mais en France c'est gigantesque. Donc du coup, t'écris à des gens que t'as jamais, enfin voilà, que tu sais pas qui c'est exactement, tu sais pas trop si tu t'adresses à la bonne personne. Encore aujourd'hui, des fois il y a des gens à qui j'écris, je sais pas trop si c'est à eux que je dois écrire, mais dans le doute je me dis toujours, ah ils vont me rediriger. Et franchement ça au début je trouve que c'est pas évident, hein, voilà. Donc là c'est bon. Mais pour en revenir au salon, donc comme je vous disais, c'est quand même un truc qu'il faut tenir et suivre régulièrement, presque toutes les semaines en fait, quand on arrive là aux alentours de février gentiment, parce qu'ils vont commencer là à partir d'avril, on commence à avoir les premiers. Normalement il est censé y avoir Polymanga à Pâques, ça c'est une très grosse manifestation qui peut ressembler un peu à la Japan Expo de Paris. Tout commence à arriver, pas en même temps, mais à quelques semaines près. J'ai un peu peur de me mélanger les pinceaux et je vous l'avais déjà montré plusieurs fois, donc j'ai mon organisation personnelle et professionnelle dans mon bullet journal et qui ressemble donc à ceci pour le pro, une semaine comme ça avec une to-do list et un calendrier, et puis mes semaines perso où là par contre je mets que des choses à moi, comme ça les deux choses ne se mélangent pas, et surtout quand je vais vers le perso, j'ai pas encore en plus des trucs pro qui sont par-dessus et qui risquent de pas trop... Enfin, quand j'ai congé, j'ai pas envie de voir le professionnel. Le professionnel, il est derrière. Comme ça, je sais que j'y ai pas... ça va pas se mélanger. Mais pour les salons du livre, les événements, tout ça, festivals, etc., ça va pas le faire que je m'organise comme ça parce que j'ai vraiment besoin d'avoir un suivi presque que pour ça en fait. Et le fait de m'organiser par mois dans le bugeot, ça va être compliqué, j'aime pouvoir revenir sur des choses, enfin voilà. Donc je pense que je vais simplement faire un deuxième carnet qui sera vraiment lui uniquement pour l'organisation des salons du livre, des événements, parce qu'il faut suivre, surtout que tu as envoyé 3 mails à 3 personnes différentes pour 3 événements différents, le suivi il devient compliqué. Donc j'ai pris ce petit cahier là qui était une des primes de la collection Mon Cahier de chez Solar. Chaque année ils font une opération commerciale avec un cadeau qu'ils offrent. Alors, donc il faut que je trouve maintenant une sorte de combinaison adéquate de planification et de format qui puisse m'aller pour la planification de ces événements littéraires. Ça va être une de mes parties du job aujourd'hui. Parce que mine de rien, être bien organisé, c'est comme ça que tu peux faire du bon travail. Si t'es mal organisé et que t'as plein de petits post-it partout, si t'arrives à t'organiser comme ça, tant mieux. Mais moi je sais que j'y arrive pas. Je crois que je suis encore un peu dans le déni de Noël. Bien que j'ai bien fait le deuil, tu vois, c'est bon. J'ai passé le cap et tout. Mais, il y a une chose. Je pense que ça peut durer comme ça jusqu'à Pâques, il n'y a pas de problème. C'est les petits chocolats de Noël. Ça, c'est pas trop la vie, ça? Non, franchement. Toute la vie, toute l'année, c'est la vie, les chocolats de Noël. Je suis en train de voir mes ongles. Donc là, ça fait pile 8 jours que je les ai faits. Et bien, franchement, ça tient bien. J'en ai perdu un. Il n'y en a qu'un seul qui s'est fait la malle, mais complet, genre, pas l'ongle, hein, le vernis, donc propre et net, quoi. J'ai vu que
c'était parti un petit peu. Il y a genre une bulle d'air qui a dû se glisser dessous. J'ai pu l'enlever, mais comme ça, quoi, comme un sparadrap. Et mon ongle, il était nickel dessous. Donc écoutez, là, à part un petit peu c'est un petit peu écaillé sur les bouts, on est bien. Hier, j'étais très fière de moi. Parce que hier après-midi, je devais amener Alice quelque part pour la première fois. Et donc, vous savez comment je suis, moi, quand c'est la première fois que je dois aller quelque part, je sais où est l'endroit, je passe devant très régulièrement. Donc, c'est pas tant la visualisation de où se trouve le truc, mais c'est tout l'aspect autour, tu vois. Parce que forcément, il y a les autres parents qui arrivent avec leurs enfants, et eux, ils savent. Tu vois, ils savent parce que ça fait plusieurs fois qu'ils les amènent, c'est bon, ils sont inscrits depuis longtemps et tout et tout. Donc eux, ils ont pas de problème, tu vois. Moi, j'étais là, en mode, on vient voir, on sait pas trop, peut-être qu'elle va vouloir s'inscrire, peut-être que non, comment je m'organise, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je me gare, où est-ce que je vais ensuite me placer, est-ce que je dois rentrer avec elle, restrictions sanitaires, est-ce qu'ils veulent les parents, est-ce qu'ils veulent pas les parents, comment ça va se passer. Déjà, normalement, le mardi soir, j'aurais été comme ça, quoi. Et là, hier matin, je me réveille, sereine, pas du tout de boule au ventre, rien du tout. J'ai juste ma vessie qui a commencé à me communiquer son stress vers 14h, je pense. Voilà, donc 2 heures avant qu'on parte. Et là, moi, tu peux être sûr, quand je commence à stresser, je vais faire pipi toutes les 2 minutes. Elle a pas manqué, j'ai été pisser tout l'après-midi. Mais avant ça, j'étais tranquille. Ah, c'était tellement cool et agréable. J'ai remercié mon corps, j'ai remercié ma conscience d'avoir coopéré main dans la main et de s'être dit, hey, tu sais quoi, on la laisse un peu tranquille là, disons on stresse 2 heures avant, c'est bien 2 heures avant, ouais c'est bien, on fait ça comme ça, ok. Et comme prévu, ça s'est très bien passé en fait, enfin voilà, je suis arrivée, j'ai visualisé l'endroit, c'était au bon endroit, on est arrivé à l'heure, tout bien, les gens sur place très sympas. Habituellement, j'ai beau me dire, ne stresse pas, je travaille, je respire, j'essaie de faire un peu la paix en fait intérieure avec tout ça. Mon corps, lui, quand il a décidé que j'allais stresser, je stresse, point. Et du coup, c'était hyper rassurant parce que je me sentais en confiance quand je suis arrivée, je me sentais pas stressée de fou, voilà, parce que ça faisait genre plus de 12 heures que j'étais comme ça à me dire, oh mon dieu, comment je vais faire. Non, j'étais bien et je suis arrivée là-bas en mode genre, voilà, comment ça se passe, oui, non, peut-être. Les petites victoires sur la vie et sur ton quotidien, c'est tellement précieux. Merci beaucoup. Parce que vous ne le savez sans doute pas, parce que je ne vous le communique pas forcément, mais vous êtes très nombreux et nombreuses à m'écrire ensuite en privé, que ce soit des messages sur Instagram ou des mails, pour me dire mais comment tu fais, t'as tellement l'air toujours positive, motivée, enjouée, heureuse. En tout cas, c'est ce que tu transmets dans tes vidéos, c'est hyper agréable et tout. Du coup, c'est monstre motivant pour nous. Et merci beaucoup. Mais sachez que c'est juste que quand ça ne va pas, en général, je ne le filme pas. Je sais qu'on avait déjà discuté de ça, il y a tout et son contraire qui se dit sur le net, mais c'est juste qu'en général, quand il y a des trucs qui vont pas dans ma vie, j'ai pas spécialement envie de les partager avec vous. Pas parce que j'ai pas envie de vous montrer le côté négatif ou les jours où je vais pas bien. C'est juste que souvent, c'est d'ordre privé et du coup, je verrai pas trop comment vous communiquer le fait que je suis grumpy, je vais pas bien, gna gna gna, tout en vous donnant zéro explication. Ça me paraît un peu... soit donne le pourquoi du comment, mais soit non. En fait, j'ai pas le juste milieu, je trouve. Et je trouve que c'est très frustrant quand on veut essayer d'expliquer un état d'esprit, mais qu'on peut pas ou qu'on ne veut pas donner la raison de pourquoi on est dans cet état d'esprit. Mais sachez, voilà, que non, il y a des jours où ça ne va pas. Voilà, et des fois, c'est des moments dans mes journées. Voilà, là, ce matin, je me suis réveillée avec vraiment une sorte de... mais d'apitoiement sur mon propre sort, où j'étais vraiment genre, non, non, j'en ai marre. Et souvent, c'est un peu ce que je fais en fait. Je lâche le truc, il faut que ça sorte. Puis une fois que c'est dehors, là, c'est ce que j'ai fait ce matin. J'ai fait ça dans mon lit, tranquille, j'étais toute seule. Voilà, je me suis un moment autorisé le fait de tout lâcher. Et après, je suis sortie. J'entendais qu'Alice était debout, donc je me suis levée. Je me suis mouchée, j'ai essuyé mes larmes, j'ai respiré un grand coup, j'ai été faire un immense câlin à ma fille, mais ça pourrait être à mon chat ou à mon mec ou enfin n'importe, quelque chose, quelqu'un, une peluche, quelque chose. Et après ça allait beaucoup mieux parce que j'ai un peu mis ça derrière moi en me disant est-ce que tu vas pouvoir régler ça là maintenant dans la seconde? Si oui, fais-le. Sinon,
Ne le laisse pas te gâcher la journée aujourd'hui. T'as congé, il fait beau, t'as des trucs chouettes à faire, t'as un livre à continuer parce que franchement, je n'avance pas du tout. Je sais que ça marche pas pour tout le monde. Je sais que le mets-toi un bon coup de pied au cul, c'est très personnel. Voilà, t'as beau le dire à des gens, bah ça marchera pas tout simplement. Mais chez moi, en l'occurrence, pour le genre d'apitoiement que j'ai des fois sur moi-même, bah ça marche. Voilà, je sais que vas-y Margot, let's go. C'est bon, t'as pleuré, ça va mieux, ok, t'as lâché le truc, tu l'as dit à quelqu'un, tout va bien, let's go, do it girl, tu vois. Et, et ça le fait, voilà. Mais je vous dis pas que c'est un truc qui peut forcément marcher pour tout le monde et pour vous en l'occurrence. Mais tout ça pour vous rappeler que oui, en effet, mes messages privés sont ouverts, ma boîte mail est ouverte. Et bien que des fois je prends un peu de temps à vous répondre, et bien que je n'ai pas la science infuse, ni que je suis psy, ni que voilà, j'ai tous les secrets et les remèdes du monde, déverser votre sac dans ma boîte mail, c'est une option que vous pouvez mettre pour vous faire du bien, pour vous lâcher. Et voilà. Et moi, je serai jamais là pour vous dire non mais bon, franchement, t'abuses, attends, de ce que tu me racontes là, ça va quoi. Enfin, parce que je sais, pour expérience vécue, que quand je suis dans ce genre d'état d'esprit, j'ai besoin qu'on me comprenne et qu'on soit d'accord avec moi. Vous savez, je vous l'avais déjà dit ça. Des fois, je vais pas bien et je ouin comme ça sur l'épaule de quelqu'un. Et si le quelqu'un en question me fait ouais mais bon, tu sais, en même temps, si tu réfléchis, je t'explique, c'est pas du tout ça dont j'ai besoin là maintenant. Là maintenant tout de suite, j'ai besoin que tu comprennes, que tu t'apitoies sur mon propre sort avec moi et que tu me dises ouais c'est trop de la merde, t'as raison, putain, ça fait trop chier, c'est nul. Après, on pourra trouver des solutions et des suggestions à mes problèmes, mais là tout de suite, j'ai besoin de pouvoir pleurer sans qu'on essaie de me faire la morale derrière. Voilà. Bah, moi, boîte mail, c'est un peu ça. Vous pouvez venir pleurer et je ne serai jamais dans l'état d'esprit de vous dire ouais mais non mais te plains pas, c'est bon, ta vie elle est super. Non parce que j'en sais rien déjà. Et vous aussi en fait, c'est du donnant-donnant, il y a des trucs des fois que je montre et il y a beaucoup de choses que je montre pas ou que je dis pas ou dont je ne donne pas les détails justement parce que voilà, c'est pas possible en fait. Et la dernière chose, j'ai fait plus ou moins le listing des livres que j'aimerais vous présenter en top de mes lectures 2021. Mais je sais pas... En fait, j'en ai peu. Je me fatigue. Genre, je sais pas, j'ai l'impression que quand je regarde mes livres lus, il y en a aucun qui a été genre... à part peut-être un ou deux, et je me dis, je vais pas faire une vidéo pour 2 livres, tu vois. Mais en même temps, il y en a pas non plus qui ont été catastrophiques et désastreux. Mais est-ce qu'on peut les mettre carrément dans le top, quoi? C'est toujours un peu ça. Bref, en parlant de lecture, je retourne à ça, là, parce que là j'ai un moment avant que j'aille chercher Alice à l'école. Mais j'ai un peu de la peine, la purée, je me suis bouffé 450 pages et j'ai l'impression que j'avance pas du tout. Pourtant j'ai plein de gens qui m'ont écrit après pour me dire « Ah mais le tome 3 des bannis et des proscrits, c'est le meilleur, il est tellement bien, il est tellement cool, c'est mon préféré. » Et moi je suis là « Ah bon ?» Pour l'instant il se passe rien. Enfin... C'est comme je vous disais la dernière fois, si, il se passe plein de trucs, mais ça fait pas avancer le schmilblick, quoi. Et moi, j'aimerais bien que le schmilblick, il avance. Tous les indices, on doit mettre. C'est ça. Tout. Moi, je vais aller vers en bas, d'accord? Oui. 3, 4. Ouais, wow. Alors, moi, j'ai trouvé la petite mallette. On en a qui ont des mallettes, oui, Émilie et Julien. Ils ont la petite mallette. Et non. Non. Tourne une carte. Oh. C'est possible. C'est possible. Parce qu'on n'a pas eu la montre, on n'a pas eu le monocle et on n'a pas eu le chapeau encore pour l'instant. Ah mais il a une cape. Bah non, c'est pas lui. Parce que lui il a une cape. Mais je vois pas. Justement. Une cape. Justement. Puis notre voleur il a une cape. Ah. Donc ça va pas être lui. Aïe aïe aïe. Il a pas de cape. Aïe. Bon allez. Oh. Non, c'est pas non plus Emma. À toi, vas-y. Allez. On a encore tout cela, hein.
informations. Bonsoir, chers téléspectateurs. À minuit, il n'avait pas encore fini, et tous ceux qui regardaient la télévision s'étaient endormis. Il valait mieux que Monsieur Lang cherche un autre travail, tu ne crois pas? Ce week-end, je suis en mode maman solo avec Alice parce que Vincent a été à un tournoi en France et ça fait déjà rien que même quand il n'y avait pas toutes ces histoires de virus et autres, il avait de la peine à y aller parce que organisation, tout ça, s'y prendre à l'avance, il faut se dire bon bah je pars loin de ma famille pendant un week-end et on n'a pas trop l'habitude, on n'aime pas trop ça, donc voilà. Mais là, je suis fière de lui, il l'a fait, et je savais que ça lui ferait du bien, et qu'il passerait un bon moment, donc voilà, je suis contente pour lui. Moi, de mon côté, j'ai enfin passé le cap. J'ai passé une commande Oona. C'est une marque de culottes de règles qui me fait envie depuis très longtemps, une marque suisse, puis elles sont belles, et puis... En fait, il me manquait pas grand chose pour avoir vraiment une bonne collection de culottes de règles, tu sais, où tu peux les changer sans te poser 1000 questions et te dire est-ce que je tiens jusqu'à la fin de mon cycle? Voilà, parce que bah moi j'ai les lessives que le vendredi et suivant quand tombent mes règles, ben ça peut tout foutre en l'air quoi, voilà. Tu vois, niveau lessive et autres, c'est pas toujours... Au Danemark, on dit pour avoir ses règles, je fais bouillir les fraises. Il existe à travers le monde plus de 5000 manières de faire référence à la période des menstruations. Oh là là, les beautés. Elles sont canon hein. Franchement, moi je veux pas seulement que ce soit mes culottes de règles qui soient comme ça, je veux que ce soit mes culottes tout court. Puis celle-ci, oh je crois que... Oh, elle est toute douce. Oh my god, love it. Ouh, elle est bien. Elle est trop belle. Voilà. Je m'extasie devant les culottes, mais que voulez-vous? On se trouve trop jolie. Alors les culottes de règles, c'est pas nouveau, hein, je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois. C'est juste que là, c'était une marque suisse qui puisait que je voulais absolument avoir dans ma collection de culottes de règles. J'avais déjà 2 culottes de chez Ragnagna que j'adore, qui sont vraiment géniales. Et là, c'est vrai que le design des Oona me faisait trop envie, me faisait trop rêver. Voilà, donc j'en ai pris 2. Absorption plus parce que moi j'ai un gros flux et du coup je suis presque déçue d'être à la fin de mon cycle pour pas pouvoir les essayer tout de suite quoi. Si toi aussi tu aimes les imprévus, tape dans tes mains. Si toi aussi t'aimes les imprévus, tape dans tes mains. Si toi aussi tu t'es rendu compte que la fin de ta vidéo était toute pourrie, tape dans tes mains. Ah cette transition de folie. Je suis en train de faire le montage du vlog que vous êtes en train de regarder et je me suis rendu compte que parler tout bas dans ma caméra et faire de l'ASMR limite avec... Bon, déjà j'aime pas l'ASMR mais j'avais terminé cette vidéo sur un plan le matin tranquille avec personne à côté de moi, il faisait encore nuit et du coup je parle très doucement et en fait ma caméra quand je parle trop doucement bah elle aime pas ça du tout, mais alors vraiment pas du tout. Je me suis dit que j'allais très rapidement terminer ce vlog 10 jours plus tard parce que quand on a des imprévus, on fait pas que taper dans ses mains, on corrige le tir et puis ça va bien se passer. C'est très rare que je me mette ici et je sais pourquoi. Je me suis pas mise là just for fun, hein. Je me suis mise là pour une bonne raison. C'est qu'en fait, je terminais la vidéo que vous êtes en train de regarder à la base en vous parlant de ce tome 3 que j'avais enfin fini. Et je vous l'ai dit dans le live du 7 février, du coup, il y a eu ça entre temps, ce qui n'était pas le cas au début. Oh mon dieu, c'est limite Inception toute cette histoire. Je l'avais tiré quand même, hein. Je l'ai tellement tiré que j'ai pris 2 semaines et demie pour le lire. Mais ma fierté, ça a été de le terminer un 31. Moi j'aime les choses un peu, tu sais... J'adore quand le premier c'est un lundi par exemple, enfin ce genre de choses. À mon avis, ce qui a été un petit peu rédhibitoire pour ce tome 3 des bannis et des proscrits, donc la guerre de la sorcière, c'est que je crois que c'est l'un des plus gros de la saga. Il fait 800 pages, bien tassé. Les autres sont tout aussi gros, hein, mais genre ils font peut-être 700 ou 750 seulement de pages, mais ça reste
un gros livre. C'est juste que dans celui-ci, il y a quand même un effet avant le tome 3 et après le tome 3. Il y a quelque chose de très important, de très majeur pour l'intrigue principale qui se passe. Pour les personnages aussi. Alors bon, il y a des petits trucs, c'est expliqué un petit peu, genre, voilà, il se passe ça sur certains persos et tada. Ça nous arrangeait bien pour la suite, donc c'est cool que ça se soit passé. C'est pas bien pour le personnage, parce que ça prouve qu'il a trop utilisé sa magie ou autre, mais nous, ça nous arrange pour la suite quand même, ce sera plus simple. Bref, c'est rigolo, j'en ris parce que c'est des codes de la fantasy que tu connais, et tu fais genre, ouais, c'est un petit peu de ta gueule, c'est magique, quoi. Voilà, bref. La chose, par contre, qui m'a un petit peu déstabilisée, on va dire, dans ce tome, c'est que, je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, ça prend pas mal de temps à se mettre en place. Il se passe beaucoup de choses, comme dans le tome 1, comme dans le tome 2, certes, mais je trouvais qu'il n'y avait pas cet effet, oh c'est bon, on a démarré, tu vois, genre il s'est passé un truc au début, et puis maintenant, go, quoi, l'aventure peut continuer. J'ai trouvé qu'il restait beaucoup au même endroit, qu'il se passait beaucoup de choses, mais t'avais pas l'impression que c'était beaucoup de choses. Je sais pas, c'était bizarre à expliquer. Et il y a un truc, alors c'est un défaut comme une qualité pour moi, ça dépend, mais c'est vrai que quand on arrive dans certaines actions où tu te dis bon bah là c'est bon, ils sont dans le château, il faut tracer, il faut aller au plus vite pour essayer de trouver le truc qu'ils sont venus chercher et tout. Non, l'auteur il te décrit toutes les pierres du corridor qu'ils sont en train de traverser pour arriver jusqu'à la tour, pour que... Enfin, c'est bien parce que ça te donne beaucoup d'indices et beaucoup d'éléments de description pour que tu visualises bien l'endroit où se passe l'action, mais en même temps c'est un peu ça le problème, t'es en pleine action. Et du coup, t'as juste envie que ça avance un peu quoi, c'est bon, il traverse le corridor, go. Je l'ai terminé, je pensais enchaîner sur le tome 4 en février, mais honnêtement, je suis pas sûre. Surtout que là, j'ai commencé Six of Crows, qui est donc notre lecture commune pour le club de lecture Les Moldus de lecture, qu'on a reformé un peu à la One Again avec Emily, Nin, Lily et Moody. Et je suis à fond dedans là, j'ai bientôt terminé. Du coup ça tombe bien que je doive refilmer cette partie, parce que comme ça je vous donne déjà un premier aperçu de mon avis sur Six of Crows, c'est bien. J'ai lu les 3 premiers tomes de Grisha l'an dernier. Là je m'étais dit, lis au moins un tome par saison. Donc j'avais lu le premier tome au printemps, tome 2 en été, tome 3 cet automne, et j'ai réussi. Je m'y suis tenue. J'ai terminé comme ça la trilogie de Grisha en 9 mois, ce qui je pense ne m'est jamais arrivé pour une trilogie. Et ce que j'ai trouvé fort agréable, parce que du coup j'avais vraiment tous les éléments très frais dans ma tête, c'était très clair, je n'avais rien oublié, très bien. Et j'avais passé un bon moment avec Grisha, je vous l'avais dit, c'était sympa. Le tome 2 était un peu mix-max parce que c'était un tome 2, donc bon, voilà, j'ai l'habitude des tomes 2 qui sont un peu moins bons dans une trilogie. Le tome 3 était sympa, j'avais bien aimé la finalité finalement de l'histoire de Alina, ça m'avait plutôt plu, voilà, je trouvais que c'était bon. Et je savais, on m'avait déjà dit, ah mais tu verras, Six of Crows c'est quand même le level du dessus. Donc j'étais fière et contente d'avoir commencé par Grisha, parce que comme ça j'allais pas être déçue de Grisha justement. Je pense que si j'avais lu Six of Crows avant, ben forcément que j'aurais trouvé Grisha en dessous. Tandis que là j'ai commencé avec Grisha, alors déjà le premier avantage pour moi je trouve, c'est perso hein, j'ai découvert l'univers de l'autrice, de son Grishaverse, parce que ben, vous le savez il y a plusieurs séries qui prennent place dans le même univers, où on fait référence à des personnages d'une série à une autre. Et d'avoir commencé par Grisha, déjà ça me semblait logique parce que c'est ce qui se passe avant, dans la chronologie, et en même temps bah, ça m'a permis de découvrir l'univers posément, tranquille, de prendre mes marques. Comme Alina découvre les Grisha en même temps que le lecteur, ça permet vraiment de... Comme Harry découvre Poudlard en même temps que le lecteur, t'as vraiment cette découverte avec le personnage central, tu tombes pas des nues, t'es pas perdu dans un univers où tu ne comprends rien, tu sais pas qui fait quoi, c'est quoi les Grisha, c'est quoi le Darkling, etc. Et je pense que j'aurais eu plus de mal justement en commençant par Six of Crows parce que j'aurais été un petit peu perdue. J'aurais peut-être eu de la peine à m'accrocher au début et j'aurais, je pense pas abandonné, mais j'aurais fait tarder ma lecture à me dire ah purée il faut que je reprenne, mais je comprends pas tout, c'est quoi les Grisha exactement. Tandis que là non, je savais déjà, en plus le tome 3 de Grisha il date d'il y a pas longtemps en termes de lecture pour moi, c'est encore assez frais dans ma tête, donc c'était bien, et comme ça je ne me suis pas perdue avec l'univers, avec les lieux, avec la carte, avec tout ça, tu comprends très bien que ça se passe après, c'est beaucoup plus fluide en fait et agréable, voilà. Donc contente pour ces deux raisons, le fait d'avoir apprécié Grisha
pour ce que c'était, ce qui m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise dans Six of Crows, parce que l'univers m'était déjà connu. Et en plus, je ne vais pas être déçue de Grisha, ce qui aurait été forcément le cas si j'avais lu Six of Crows d'abord, parce que c'est vrai que niveau intrigue et perso, ah, Grisha c'est fade à côté quoi, c'est clair, c'est clair. Et je comprends les gens qui me disaient ouais moi du coup j'ai d'abord lu Six of Crows et j'ai lu Grisha après, bah j'ai pas trop aimé Grisha, ah bah alors oui, je comprends pourquoi. Parce qu'alors là on est sur un level du dessus quoi. Six of Crows ça se passe après tous les éléments de la trilogie Grisha, et Casebreaker qui est un malfrat qui tient plus ou moins un petit gang de gens un peu malfamés, etc., se voit confier une mission, aller retrouver un homme très important dans le palais de glace du pays des Fjerdan. Je sais pas comment vous le prononcez, moi je prononce toutes les lettres. Fjerdan, voilà. Il va donc constituer son petit groupe parmi sa bande de malfrats, il va en sélectionner quelques-uns bien spécifiques. Ils vont donc se retrouver à 6 pour aller jusque là-bas, trouver cet homme, le ramener au patron qui lui a confié cette mission et toucher beaucoup d'argent. C'est surtout ça, hein. Sauf qu'évidemment, ils ne sont pas tout seuls sur le coup. D'autres gangs ont aussi été engagés par d'autres personnes qui veulent également ce personnage, qui est très important pour la suite de l'histoire de leur pays et de leur pays au pluriel. Je pense qu'il doit me rester 150 pages avant la fin et j'ai envie de revoir Shadow and Bone juste avec la partie sur les Crows quoi en fait. Je suis amoureuse, voilà, ça m'arrive pas souvent d'être amoureuse de personnages comme ça, et là ça a matché direct. Je savais plus ou moins déjà à quoi m'attendre avec l'équipe parce que on les voit déjà en grande partie dans Shadow and Bone, pas dans la même chronologie, donc c'est très bizarre comment ils ont construit la série, mais c'est aussi assez bien mélangé, j'ai trouvé. Il fallait avoir l'idée de mélanger ces morceaux ensemble, vu que normalement les temporalités ne sont pas du tout les mêmes entre l'histoire de Alina, la Grisha qu'on va suivre dans la trilogie Grisha, et les Crows qu'on suit donc dans Six of Crows, sauf que dans la série Shadow and Bone, ils ont réuni tout ça. Mais de mon souvenir de la série, c'est pas... Voilà, à voir comment ils vont faire sur la saison 2. Maintenant, je suis assez intriguée, parce qu'il y a un des Crows qui est dans le livre, qui n'était pas présent dans la première saison, qui là va arriver, j'ai vu des photos, c'est bon. Hein. On découvre des choses sur les Crows qu'on ne sait pas encore si on a vu que la série, donc... Voilà. Et comme nous avions décidé de faire la lecture commune sur les 2 volumes, j'hésite, mais je pense quand même que je vais me faire une autre lecture entre les deux, histoire de un peu pouvoir séparer les éléments du tome 1 et les éléments du tome 2. Parce que si je les lis vraiment à la suite, peut-être que je vais des fois un peu faire des amalgames et les confondre, ne plus savoir en fait où s'arrête le premier et où commence le 2. Je pense du coup lire autre chose entre les deux, mais pas quelque chose de trop long parce que vu ça que ça m'a pris 2 semaines et demie, tu vois, si après le live c'est autour de fin février, il faut quand même que j'ai lu le tome 2 avant quoi. Voilà. Mais je suis cap de finir le tome 2 le jour du live sur Twitch avec Emily et toutes les autres. Je suis cap. Je suis déjà même pas encore au bout de leur histoire, de leur premier tome, qui me manque déjà, tu sais. Voilà. C'est pas souvent que j'ai ça, voilà. Il y a des petits trucs, voilà, il y a des relations un peu toxiques dedans, franchement, que habituellement, peut-être que dans d'autres séries, j'aurais beaucoup moins cautionné, ou j'aurais été beaucoup plus tranchante sur le sujet. Je crois que c'était Pico qui parlait de ça une fois dans une de ses vidéos ou une de ses stories sur Insta, je ne sais plus. Elle parlait de lecture passive et de lecture active, du coup, je sais plus l'autre pendant. Et en gros, dans la lecture passive, tu es ok que ce que tu lis, il y a des défauts, que tu pourrais reprocher pas mal de choses, mais t'as juste envie de le lire et de passer un bon moment. T'es pas forcément d'accord avec tout, parce que pour plein de raisons, quoi, mais notamment moi, ce qui toujours me chiffonne dans des personnages, c'est quand un personnage clé, important et toxique, et qu'on met un peu cet effet toxique en avant comme ah mais il est comme ça, voilà, qu'est-ce que tu veux, c'est genre on lui pardonne tout, mais non en fait c'est juste un connard, donc il faut pas lui pardonner. Et en gros je suis consciente de ça, mais je lâche un peu la bride quoi, je me dis ok c'est quoi, oui Kaz il est toxique, et alors ah sois méchant c'est pas grave. Tandis que quand tu es dans une lecture active, tu vas être beaucoup plus regardante et beaucoup plus critique. Et je le ressens. Il y a des livres avec lesquels je vais les commencer et je vais me dire ouh, ouh, je sens toi. C'est pas que j'ai envie de te critiquer, mais
je laisserai rien passer. Et il y a d'autres lectures où je dis ah bon. Voilà pour mes lectures. Dans la partie du vlog que j'ai donc effacée parce que ça n'allait pas au niveau du son et de la qualité, je me souviens que dans le dernier vlog je vous parlais du fait que je devais absolument appeler ma dermato parce que j'avais de nouveau un peu mes plaques qui étaient réapparues. Et très heureuse, j'ai appelé lundi 31 du coup. Et j'étais très heureuse parce qu'elle m'a trouvé un créneau dans la journée. Oui, dans 30 minutes, bien sûr, je viens. J'ai pu aller chez la dermato tout de suite, ce qui ne m'est jamais arrivé, hein. Habituellement je dois pas mal attendre. Et surtout, ce qui m'a énormément soulagée, c'est que je vous avais dit dans le dernier vlog justement que normalement j'ai un traitement antibiotique de 2 mois à prendre pour faire disparaître ces plaques. C'est assez lourd et pénible, voilà. Et là, alléluia, elle a fait ses 2 photos comme prévu, comme d'habitude, mais cette fois elle ne m'a pas mise sous antibiotique, elle m'a donné un traitement à base de crème à mettre une le matin, une autre le soir. Du coup j'étais hyper soulagée. Donc ça c'était très bien, ne pas être à nouveau sous antibiotique, juste devoir mettre ce traitement localement sur mes plaques. En plus j'ai Jean-Michel qui s'est invité, mais alors vraiment genre... il a vu qu'il y avait du monde, il s'est dit bonjour, je peux venir. Non, dégage. Là déjà c'est beaucoup mieux. Si je me souviens bien de ce que j'ai, parce que j'ai de la peine à retenir ce genre de termes très médical et autres, j'ai de l'eczéma squameux, je sais qu'il y a le mot squame dans mon truc. Et ce qui se passe en fait quand j'ai ces plaques qui tout à coup apparaissent, quand ce ne sont que des plaques rouges et qu'en dessous ta peau reste plus ou moins lisse quand même, je peux camoufler un peu et moi ça me va, c'est ce que j'ai déjà sur les ailes du nez depuis que je suis petite et j'en fais pas un drame, tu vois. Mais encore une fois, je trouve que la caméra lisse beaucoup le teint. J'ai pas du tout l'impression que ça ressemble à ça en vrai. Mais ce qui se passe avec ce type d'eczéma, c'est que ça rend la peau très granuleuse. Presque peau de crocodile quoi à certains moments. Donc c'est difficilement camouflable parce que dès que tu vas mettre quelque chose dessus, bah ça va se voir quoi en fait. Voilà. Donc là déjà, les crèmes, ça fait plus d'1 semaine que je les mets. Et elles ont déjà lissé le truc. Et la deuxième chose qu'elle m'a conseillé pour une fois, ce qui n'avait pas été le cas les fois précédentes, elle m'a dit bah voilà, maintenant telle crème de jour, telle crème de nuit. That's it. Voilà. Donc je vais respecter ce que dit la dame, parce qu'elle est dermatologue, moi non. Elle a vu ma peau, elle l'a prise en photo sous tous les angles je pense, donc voilà. Mais au moins, je l'ai fait, j'ai téléphoné. J'ai pu avoir un rendez-vous tout de suite, je ne suis pas sous antibiotiques, alléluia. Et au bout d'1 semaine, c'est déjà en train de bien s'atténuer. En fait, je remarque qu'on voit plus maintenant qu'au début de la vidéo où je n'étais pas encore sous ce traitement crème. Mais c'est parce que justement, il y avait cet effet granuleux. C'était pas rouge, mais c'était juste très granuleux et un tout petit peu rouge. Tandis que là, bah, c'est plus rouge en fait, voilà. Donc ça a pris le dessus. Ma peau est en train de se renouveler par-dessus en fait, je pense. Ouais. Bref, voilà. C'était pour le point dermatologique, pour vous dire que je l'ai fait. Et vous savez la deuxième chose que j'ai faite aussi, et dont je suis super fière de moi, j'ai pris rendez-vous chez le gynécologue. Ah ah, yes. Mais là j'ai pu le faire par mail. Et c'était pas faute d'avoir voulu téléphoner. Vous savez quoi, j'ai toujours un monstre pas de bol pour ça. J'ai appelé mon gynéco, je suis tombée sur le répondeur parce que j'ai appelé le seul après-midi où ils étaient fermés. Genre ils sont fermés le jeudi après-midi, tu vois, un truc du style. Et moi j'ai appelé jeudi après-midi. Et la dame dans le répondeur, elle a dit que si on devait juste prendre un rendez-vous pour un contrôle ou qu'on avait des questions, on pouvait écrire un mail. Putain. Oui, merci. Enfin quelque chose de bien. Donc j'écris mon petit mail, nanou, bonjour, j'ai besoin de venir faire un contrôle et de changer mon stérilet. Et du coup, elle m'a répondu, super, alors quand est-ce que vous aimeriez venir? Vous aimeriez qu'on prenne rendez-vous par mail? Oui. Merci. Merci les cabinets de permettre aux gens qui n'aiment pas le téléphone comme moi de prendre rendez-vous par mail. Ça nous change la vie. On est très heureux. Voilà. Bon, et vu qu'on parle de rendez-vous et autres, je crois qu'il faut que je prenne rendez-vous pour ça là-haut aussi. Mais je sais pas quoi faire. En ce moment, vraiment, en termes de cheveux, je sais pas. Bah déjà, on voit bien que j'ai pas fait ma coloration depuis bien 6 mois, je crois, plus ou moins. Et j'hésite en fait. J'hésite à laisser ma couleur naturelle, mais que je n'aime pas beaucoup. Vous voyez un peu? C'est une espèce de blond cendré très terne en fait, je me rends compte, c'est pas très joli. Puis j'aime bien le roux quoi quand même, mais je ne sais pas.
J'avais envie de changer vraiment du tout au tout, genre faire radicalement une autre couleur. La coupe aussi, je sais pas si je... J'ai envie de changer quelque chose mais je sais pas quoi. Pas de frange. Ça, moi je veux plus et je sais que Vincent déteste. Voilà, donc tout mais pas de frange. Mais j'hésite à laisser repousser. Je sais pas. Oh, je suis pas emballée en ce moment par moi-même. Voilà, il y a des périodes mieux que d'autres, hein, comme je vous disais. Mais là, j'arrive à cet instant où je me dis, ah purée, on va quand même bien, quoi. Donc soit j'hésite à tout couper, où il y a pas de... où il y a encore de la couleur. Vous savez sur quoi vous pourriez me donner un conseil? Sur mes cheveux. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je récolte les sondages, et après, je regarde. Peut-être que vous aurez une bonne idée que moi j'ai pas encore eue. Parce que en ce moment, voilà, je sais pas trop. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez... Allez, faisons une folie capillaire. Margot fait un truc. Vous, qu'est-ce que vous feriez? Je vous laisse là-dessus. Vous avez 2 heures. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à une toute prochaine.